13 heures à Cotonou avec un ciel un peu ensoleillé ce lundi qui est le premier jour du mois de juin. Et c'est donc la journée nationale de l'arbre au Bénin, une journée qui coïncide cette année avec le lundi de Pentecôte. Bienvenue à cette session d'information sur Canal 3 Bénin, dont voici les titres. Au sommaire de ce 13 heures, on parlera de l'arbre comme c'est son jour au Bénin. L'espèce végétale est indispensable par son ombrage, les fruits et le rôle qu'elle joue dans la purification de l'air et de l'oxygène. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, notre bureau régional et Canal 3 Boyko nous rappelle les avantages liés à un arbre. Imet Hélène Moussou nous parlera de son importance dans l'écosystème et sa portée pour la vie humaine. À compter de demain, mardi, la vie reprend son cours normal au Bénin. En Conseil des ministres, le gouvernement avait décidé d'alléger les mesures de restriction en vigueur contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. La SB2E et la SONEP qui avaient suspendu les coupures d'électricité pour nos paiements des factures vont devoir donc reprendre leur activité. À l'heure de la reprise des activités économiques, comment ces sociétés vont-elles reprendre les recouvrements et ceci dans quelles conditions? Les responsables des associations de défense des droits des consommateurs ont anticipé en formulant des suggestions aux autorités et aux populations. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, éducation avec l'actualité du baccalauréat 2020 au Bénin. Le 20 juillet est la date retenue pour le démarrage de la phase écrite de l'examen. Au total, 95 404 candidats prendront part à cet examen. Un effectif à la baisse de près de 5 000 candidats comparativement à l'année dernière. Pourquoi une telle baisse? Alphonse Da Silva est le directeur de l'Office de baccalauréat à travers une interview accordée à notre chaîne a expliqué les raisons de cette baisse. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Le 1er juin, nous y sommes et le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. Pour ce faire, notre rédaction a fait un zoom sur cette espèce végétale. Dans la vie de l'être humain, comme pour le maintien de l'écosystème, l'arbre est important et reste incontournable. De par son ombrage, les fruits et le rôle qu'il joue dans la production de l'oxygène, que retenir de la richesse lieuse de l'arbre et ses produits dérivés? Imet Hélène Moussa a enquêté. Présent dans plusieurs domaines de la vie, l'arbre revêt une importance capitale pour l'homme, matière première pour certains, élément de substitution pour d'autres. L'arbre et ses produits dérivés interviennent dans les activités d'ameublement, de maçonnerie, de construction, de production agricole, de thérapies diverses et bien d'autres. Même quand il n'est pas directement lié à l'activité professionnelle de l'individu, il intervient dans la purification de l'air inspiré au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un phénomène climatique. On parle d'effet de serre, réchauffement climatique, la rareté des pluies, tout ça, c'est beaucoup de facteurs. Mais l'élément principal, c'est la destruction du couvert végétal. Dans quelle maison vous n'allez pas trouver de meubles? La médecine se fonde sur la végétation. L'arbre, donc, en Afrique, particulièrement au Bénin, nous aimons faire ce qu'on appelle les feux de bois pour cuisiner. Le bois a une importance transversale dans la vie. Tout être humain en dehors du gouvernement doit s'approprier aussi cet exercice de reboisement. Et ça doit se faire au quotidien. Puisque nous n'allons pas attendre par exemple le 1er juin pour le faire. Non, nous devons le faire chaque fois que nous avons l'occasion et l'entretenir. Parce que le tout ne suffit pas de dire, bon, c'est 1er juin, on a planté. On peut planter bel et bien en janvier. Il faut qu'à chaque occasion, à l'inscription par exemple des élèves, pourquoi ne pas planter un arbre? À la naissance de chaque enfant, pourquoi ne pas le faire? Voyez, non? À chaque destruction, il faut forcément planter, le remplacer. Nous prenons le cas des forestiers. Ils ne devaient pas être les seuls. Parce que notre système éducatif ne nous permet pas de voir, par exemple, que l'arbre est très important pour pouvoir donc accompagner ces forestiers qui se gênent sans suite. Ressources ligneuses et donc richesse matérielle. Les arbres font partie de la catégorie des végétaux supérieurs. Ils possèdent distinctement des racines, une tige et des feuilles. Les calibres des racines sont variables et les feuilles multiformes. La tige ou le tronc pour certaines espèces peut avoir une circonférence variable et une taille mesurable en centimètres ou en mètres.
Comme les autres êtres vivants, l'arbre connaît un cycle de vie immuable, à savoir la germination, la croissance, la dégénérescence et la mort. Pour parvenir à l'état de maturité, l'arbre, qu'il soit ornemental, fruitier ou d'espèces ligneuses, requiert beaucoup de soins pour se développer. L'arbre nous apporte l'ombrage. L'arbre, lorsque c'est un fruitier, ça nous donne des fruits. Eucalyptus, a conquêting, je was a thing, my gatting, kekun, fila kwa ba mine, a thing alien no block was supposing, how would think would queen, Benoto Fahwe, my who's in a carabana je body me, Bena de dos sachet, but just in wooden you, Bena Subochi Momela. Planter un arbre, c'est vivre utilement, dit-on. En prendre soin serait donc donner à l'humanité ses innombrables bienfaits. Tout individu peut planter et protéger un arbre. Dans le suivi de la croissance du végétal, les agents des eaux et forêts sont utiles pour de bons conseils. Et je vous l'annonçais en titre raconté du mardi 2 juin, la vie reprend son cours normal au Bénin des mois après le confinement partiel. En conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures de restriction en vigueur pour lutter contre la propagation de la pandémie. La SB2E, la SONEB qui avait suspendu les coupures d'électricité et de l'eau, vont donc devoir reprendre les recouvrements. Mais question, dans quelles conditions cela va se dérouler? Les responsables des associations de défense des droits des consommateurs suivent la situation de très près et formulent même déjà des propositions aux dirigeants, mais aussi aux responsables des deux sociétés. On les écoute. Plus de 2 mois, les activités n'ont pas tourné. Ce que nous proposons, notre souhait et le souhait des consommateurs, c'est que les responsables de la SONEB et de la SBE leur donnent un moratoire. Moratoire allant de 3 à 6 mois. Pourquoi je parle de 3 à 6 mois? Il est vrai que dans les 3 premiers mois, certains vont s'empresser pour payer les factures, ce qu'ils doivent, mais il y a d'autres qui ne pourront pas, dans ce délai de 3 mois, payer tout ce qu'ils doivent en matière de consommation. Et c'est aussi le moment de demander à ces responsables, lorsque dans cette période de moratoire que nous demandons de 3 à 6 mois, il faut écouter ceux-là qui demandent des allègements, des échéanciers pour pouvoir s'acquitter de leurs factures. Au cours d'une émission, le directeur de la communication, au cours d'une émission à laquelle j'ai participé par téléphone, le directeur de la communication de la présidence de la République avait dit que dans les prochaines décisions du gouvernement, on va entendre parler des mesures d'accompagnement, parce que moi j'en ai parlé au cours de l'émission. Il est vrai que le gouvernement n'a encore rien dit par rapport aux mesures d'accompagnement. Maintenant, si ces mesures d'accompagnement viendront après, il va falloir que ces mesures d'accompagnement prennent en compte a priori la consommation de l'énergie et aussi de l'eau dans les maisons, un peu partout, pour amener les gens à ne pas être obligés de se surpasser pour pouvoir encore dire qu'ils vont payer tout ce qu'ils doivent dans un délai qu'on ne maîtrise pas encore. Pour nous aujourd'hui, nous sommes persuadés, ce n'est même pas un doute, que le gouvernement en apprécie toute la portée, que le gouvernement a besoin que les activités reprennent et tout en tenant compte des charges de la SB2E qui vont être là aussi, il faut être objectif et réaliste, permettre aux consommateurs de faire des paiements par tempérance. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, les factures vont augmenter. Parce qu'il y aura plus d'activités pour les ménages et tout le monde, les agents économiques et tout. Puisque le slogan a été pendant les campagnes, on veut améliorer les conditions de vie des populations. Si on se met tous d'accord dans cette logique, je suis sûr que le plaidoyer portera au niveau du président de la République, qui restera très sensible à cette requête que nous faisons. Mais quand nous prenons la grille tarifaire de la SBE, il a été prévu quand même une tranche sociale qui concerne tout le monde. Mais là, si l'État veut jouer en tant qu'État et apporter le social et nous accompagner, nous pensons qu'on peut
donner ce centre social-là à toutes les populations. Là, on ne dira pas qu'on en a donné plus à certains et moins à d'autres. La tranche sociale, on connaît le nombre de kilowattheures. On donne à tout le monde. Maintenant, le reste, on verra. Maintenant, l'État aussi peut voir si c'est des activités lucratives que les gens mènent. On peut jouer au prorata. Il y a la consommation domestique, il y a la consommation industrielle, il y a les compteurs prépayés. Voilà que des citoyens ont déjà payé au fur et à mesure. Et d'autres ont différé leur paiement. Et quand on veut parler de social, doit-on s'occuper seulement de ceux qui ont des ardoises et laisser tomber ceux qui ont payé? Au fur et à mesure, il y aura une injustice qui pourra s'établir. Donc c'est en cela qu'on doit beaucoup réfléchir avant de trouver la formule qui pourrait contenter tout le monde à la fois. C'est un chantier promis de longue date, mais l'attente et le calvaire des populations deviennent long. La voie qui mène de Carrefour Kota à Wedo peine à livrer ses secrets. Les travaux lancés depuis plusieurs mois piétinent malgré les nombreuses descentes des autorités. Du coup, les populations riveraines souffrent le martyre. Calavi Kota à Itchédi Togba Wedo, à quand la fin du calvaire des riverains? C'est un document signé Eman Pafé Aniamboso. Voici l'état de la voie menant de Calavi-Kota à l'arrondissement de Wedo. Les moindres bourdonnements du ciel font perdre à l'usager toute envie d'aller à moto ou en voiture, au risque de se retrouver à l'hôpital ou, dans le meilleur des cas, chez le mécanicien. Vraiment, c'est très décevant à voir la saleté et tout là. C'est décevant à cause de l'état de la voie qui est très impraticable. Vraiment, et tous les jours, une fois au boulot, il faut envoyer ça au lavage. Une fois à la maison de sort aussi, il faut envoyer ça au lavage. Ce qui fait que nous dépensons énormément dans chaque fois l'entretien du véhicule. Et tout à l'heure, j'étais même en panne. Et ce n'est pas le seul point noir sur ce tronçon qui dessert plusieurs quartiers de la cité dortoir du Bénin. Autant dire, c'est tout le trajet qui prend des allures d'un parcours du combattant. La voie, ça a trop duré, c'est pas pourquoi, ça a trop duré. Et ça nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts, surtout les véhicules, tout ça, vous voyez déjà l'état, non? Tout est déjà gâté, c'est pas bien. Quand il ne pleut pas, c'est la poussière que sont condamnés à boire, à longueur de journée, les usagers riverains de cette grande pénétrante de la commune d'Abomey-Calavi. La double voie bitumée promise de Calavi-Kota et qui est censée desservir Révier et Tori et faciliter aussi le ralliement sur Ouida, bat de l'aile. Vraiment, près de 3 ans qu'on nous a promis qu'on va faire la voie, mais depuis, les travaux n'évoluent pas. Vraiment, c'est décourageant. Si vous voulez aller au boulot, au lieu de faire un peu de temps, vous avez fait beaucoup de temps avant de partir, avant de rentrer. Je pense qu'il faut que monsieur DGI, comme il avait sa force, sa vivacité, qu'il puisse vraiment mettre la pression sur les Boumaf ou bien ceux qui sont à la charge du marché, beaucoup plus nous réaliser la voie. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon. C'est un chantier presque à l'abandon que nous avons constaté aux premières heures de ce mardi. Aucune présence humaine sur l'ouvrage de franchissement, si ce ne sont quelques allers-retours de camions de l'entreprise en charge des travaux. Et la machine qui jusqu'il y a peu s'occupe du remblai des rampes d'accès est devenue silencieuse au dire des usagers qui ont requis l'anonymat. Et quand par extraordinaire, le bitume y est posé, comme c'est le cas ici à Wedo, et dans une partie de l'arrondissement de Togba, les caniveaux laissés à ciel ouvert deviennent impitoyables à la moindre imprudence. Ils ont fait la voie, ils n'ont pas fini ça. Mais ils ont laissé les caniveaux ouverts, les émédiamans et les véhicules aussi tombent dedans. Même les passagers aussi. Il n'y a pas là où les enfants vont passer pour pouvoir aller à l'école. Donc ça nous crée des problèmes. Il y a beaucoup d'accidents sur la voie. La célérité dans la démolition des maisons qui empiétaient sur le domaine réservé à l'érection de la double voie contracte depuis bien longtemps avec l'allure d'exécution du chantier. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon, nous allons essayer de s'entendre pour qu'au moins nous ayons la paix. Voyez-vous, c'est encore rien. Venez ici à 19h pour voir. Les deux sens. Surtout quand l'eau du bas-fond essaie de bloquer la voie, mais on est obligé de contourner. Tu contournes, tu ne prends pas, soit pas pour retourner, pour venir ici, toi tu ne prends pas à Rotouketa. Et c'est un véritable calvaire, c'est un véritable calvaire. À défaut d'accélérer les travaux, l'entreprise pointée du doigt par les usagers gagnerait à trouver des solutions aux multiples pièges que constituent des regards d'égout sans fermeture. C'est pas trop praticable. Vraiment, nous,
demander humblement au chef de l'État de vraiment regarder sur cette situation afin que les choses puissent évoluer et que la route soit livrée dans les brefs délais. Comme ce camionneur, nombre d'usagers de ce tronçon se retrouvent dans le pétrin, ne sachant pas à qui recourir pour réclamer une quelconque réparation. Comme vous le voyez, l'état de la voie Calavi-Kota-Rouedo, en passant par Aïtedi et par Togba, laisse fondamentalement à désirer. Un appel au secours des populations. Pendant ce temps, automobilistes, motocyclistes et cyclistes, piétons également, souffrent le martyre. Peut-être qu'avec le temps, avec cet appel, ils pourront être délivrés un peu comme les fidèles de cette église. Merci à vous, Eman Parfait Niambosso. On reste toujours dans la commune d'Abomey-Calavi avec une nouvelle pas tout aussi bonne. Il s'agit d'un incendie qui s'est produit hier après-midi dans la ville. Une boutique de vente de gaz est partie en fumée. Le drame s'est produit dans la zone d'Aconville. Bilan, pas de pertes en vies humaines, mais beaucoup de dégâts matériels. Le récit des faits, Ali Moumouni, Henri Ganti. Sur ces images amateurs, on peut voir l'incendie qui a eu lieu ce dimanche 31 mai à Abomey-Calavi. Le drame qui s'est produit ici aurait commencé aux environs de 12h30. Une boutique de vente de gaz et une cafétéria partie en fumée. Nous sommes à quelques encablures du carrefour à Conville. Donc, nous avons donc, à peine bon, des clients qui étaient aux stations venaient. Bon, il y a quelqu'un qui a fait le léo, million, mais au bétal au goffiné. Mina mon dessin ba aussi didile ma ouais le bétal ka fiebe. Le té tout. Million bleu nous yo y tombe bon. Mo de do baby roi kudo. Et à peine de mo faut kudo quoi. Nous j'ai tout dit à 10 gaz de homme. Et da ka 30 minutes et non lay devo. Ka 30 minutes bon million wa j'ai ali yo dit waji. Bo j'ai fait mais bi bon fier le léo pont dans l'air. Selon les informations glanées sur place, le feu serait parti de la boutique de vente de gaz avant d'embraser la cafétéria. Pas de pertes en vies humaines, mais beaucoup de dégâts matériels. Les dommages collatéraux, on en dénombre également assez, comme le salon de ce colocataire, parti en fumée, et cette boutique dont la baie vitrée s'est cassée. J'étais à la maison, je dormais et on m'a appelé. Les enfants sont venus me chercher à la maison. On m'a appelé, je suis venu subitement de voir le feu allumé à côté de ma boutique. Donc vous ne saviez rien du tout? Non, du tout pas. Okay. Alors je suis venu voir le feu allumé. On a essayé d'éteindre le feu et on a appelé les sapeurs-pompiers. Comme ils ont pris du temps avant de venir, donc c'était plus grave. Le gaz a commencé à s'exploser. On ne connaît même pas la source, autant pour moi, et on ne connaît même pas la cause de l'incendie. Mais il y avait eu explosion de gaz. Il y a les documents scolaires de mes frères et mes soeurs qui ont pris feu. Il a fallu près de 2 heures pour maîtriser le feu, et ceci après l'arrivée des pompiers. Dans le rang des victimes, difficile de digérer le choc. Seulement quelques heures après, le maire de la commune descend sur les lieux. Je crois que là, ça nous amène à réfléchir autrement dans les ventes de gaz dans nos communes ou dans nos cités. Parce que le pire aurait pu arriver, mais Dieu aidant, nous n'avons pas eu de perte de vies humaines, mais quand même il y a eu des pertes extrêmement importantes. Donc à partir de ce moment, nous appelons toute la population à vraiment respecter un certain nombre de critères avant de se transformer en vendeur de gaz. Parce que vraiment, les jours à venir, nous allons réglementer tous ces commerces-là pour éviter le pire. Parce que le pire aurait pu arriver et c'est totalement le quartier qui serait embrasé. Donc je loue tous ceux qui ont été prompts dans les actions
Les victimes ont assez perdu dans ce drame et ne savent plus à quel saint se vouer. Ils appellent les autorités à leur secours. En titre maintenant, l'effectif des candidats au baccalauréat 2020 est en baisse. Au total, 95 404 candidats prendront part à cet examen. Une baisse de près de 5 000 candidats comparativement à l'année dernière. À travers une interview accordée à Canal 3 Bénin, le directeur de l'office de baccalauréat a évoqué les raisons qui expliquent cette baisse. Alphonse Da Silva, directeur de l'office, est au micro de Idriss Boukari. Nous avons terminé la première phase, celle des épreuves, du tirage des épreuves et de leur mise en enveloppe. Tout ça s'est terminé déjà. Vous vous rendez compte, nous avons cette année 95 404 candidats. Multiplié par le nombre d'épreuves, ça fait dans les près de 500 enveloppes. Donc c'est fait déjà. Et nous l'avons fait, nous avons bénéficié du fait qu'on a relancé, on a mis le bac au vin et nous sommes prêts. Maintenant, nous nous acheminons vers des petites tâches et à l'extérieur, les centres d'examen. Nous avons supprimé 7 centres, compte tenu du fait que le nombre de candidats a diminué, mais nous avons créé 2. Vous vous demandez, mais pourquoi créer 2? Tout simplement parce que c'est dans une zone dortoir à Calavi. Nous avons dû créer le centre de Le Savoir et de chez eux. Cette baisse est justifiée par une bonne nouvelle. Vous savez, l'année dernière, nous avons creusé le plafond depuis 36 ans. Et on n'avait pas atteint ce nombre de candidats réussis, c'est pourtant ça, 50%. Donc c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de bacheliers l'année dernière et ça explique aussi cette baisse-là. Il faut dire que tout se fait en ligne. Cette année, nous avons fait les inscriptions en ligne, c'est complet. Et les inscriptions des surveillants en ligne, l'inscription des correcteurs en ligne. Et présentement se déroule même la phase d'harmonisation et concernant les surveillants et les correcteurs. J'étais en tournée la semaine dernière. Tout se passe bien, que ce soit à Natitengo, à Djougou, à Parakou et dans les autres départements, dans le Mono, Koufo, Zou. Tout se passe plutôt bien. Et ceux qui doivent corriger sont ceux qui tiennent les classes et non les gens qui viennent et qui ne savent pas comment la situation se situe pour ne pas massacrer les copies. Donc nous tenons beaucoup compte de cela. Il y aura les dispositifs de lavage de mains et les candidats seront en masque. La distanciation était déjà respectée parce qu'au bac, c'est un candidat par table. Donc nous allons renforcer cela pour que les candidats puissent composer, réussir et être en vie, s'il plaît à Dieu. Décentralisation, Abomey a un nouveau conseil communal dirigé désormais par Antoine Djedou depuis vendredi. L'élu vient du parti Union progressiste. Une nouvelle équipe dirigeante a été installée donc à la faveur d'une cérémonie présidée par le préfet du département d'Izou. On fait le point avec Imet Hélène Amonson. Affluence des grands jours ce vendredi à la mairie d'Abomey. Sur convocation du préfet du département du Zou, les nouveaux élus communaux ont répondu présents à la cérémonie d'installation des membres de l'équipe dirigeante de la ville pour la 4e mandature de l'ère de la décentralisation. Après l'ouverture de la session, les vérifications, de même que les rappels nécessaires, les travaux se sont poursuivis. 1h30 environ après le démarrage, le conseil communal a été installé et sera conduit par Antoine Djedou, élu avec 11 voix pour et 8 contre. Je crois que les uns et les autres ont compris l'enjeu et nous avons pu dégager l'organe dirigeant de ce conseil communal après son installation. Le reste, c'est la place au travail, la place au développement. Je vous annonce officiellement que le maire élu ce jour de la commune d'Abomey s'appelle M. Djedou Antoine. Il est assisté de 2 adjoints. Le premier, c'est Mendéou Gabriel, c'est le PA sortant. Et le deuxième, c'est Mme Laurentine Adossou.
quand le destin écrit quelque chose, rien ne l'efface. Vous savez qu'il y a deux partis qui étaient à l'intérieur tout à l'heure. J'ai dit, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Nous devons tous nous unir. Abomey a beaucoup de défis à relever. Et ce n'est pas dans la division que nous allons faire ça. C'est dans l'unité, dans la cohésion, dans la convivialité que nous allons faire ça. La nouvelle équipe va poursuivre les efforts pour continuer à apporter des solutions aux problèmes d'éducation, de santé, de mobilité des populations et les difficultés des jeunes. Mais ce qui est important, c'est la cohésion qu'il faut rechercher au sein du conseil communal pour qu'on puisse finir déjà avec la guéguerre des campagnes et rentrer activement dans la question du développement au niveau local. Je demande maintenant à tout le monde que l'heure du développement a sonné et maintenant c'est le travail. Nous nous mettons au travail tout de suite parce qu'il y a beaucoup de défis à relever à Abomey. L'arrondissement d'Agbokpa est un arrondissement périphérique. C'est un grand défi que nous avons à relever en matière de développement de cet arrondissement-là. 19 au total, les conseillers sont conscients de l'urgence des besoins des administrés. Et dans ce contexte, la cohésion et le consensus sont les deux éléments importants qui vont permettre à l'équipe de relever les défis. À Agmaïzou, les citoyens doivent encore attendre avant de voir leur conseil communal installé. Réunis sous la présidence du préfet du département d'Izou, les conseillers communaux élus n'ont pas pu avoir le consensus autour de la candidature au poste du maire du conseiller Clétus Oscar Kouaouli. On retrouve Imet Hélène Amos. Annoncée pour se tenir sans difficulté, l'élection du nouveau maire d'Agmaïzou n'a pu être effective. La session ouverte par le préfet et qui consacre également l'installation du conseil communal, l'élection des adjoints au maire ainsi que des chefs d'arrondissement n'a pu aller à son terme. Juste après le mot introductif de l'autorité, les conseillers communaux et le mandataire du parti de l'Union progressiste majoritaire ont sollicité et obtenu une suspension. À cette pause qui a duré près de 2 heures, les progressistes ont tenté de faire l'unanimité autour de la candidature de Clétus Kouaouli au poste de maire. Les appels et les débats menés dans un bureau hermétiquement fermé de l'hôtel de ville n'ont pas permis de faire le consensus. À la reprise demandée par le préfet, 12 conseillers sur les 17 que compte le conseil rejettent la candidature de Clétus Kouaouli. L'autorité départementale va constater le fait et remettre à plus tard la suite des travaux. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les secrets de délibération. Vous permettez que je puisse garder ça. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas parvenus à aller au bout du processus. Et donc, en tant que tel, nous devons nous reprendre et tout à l'heure continuer les négociations, les discussions avec les uns et les autres, jusqu'à ce que nous puissions reprendre la séance d'ici là. La séance n'est pas clôturée, parce qu'au terme des dispositions de la loi, le maire, le conseil communal, l'installation du conseil communal, aussi bien que de l'élection du maire et des adjoints au maire des chefs d'arrondissement, doit avoir lieu au cours de la même séance. La séance continue donc, la séance n'est que suspendue, qui va être reprise très bientôt. Ce report semble être de l'avis des populations qui, hors de la mairie, ont crié le nom du conseiller de leur choix. Cette malcompréhension et mésentente profite au camp adverse qui semble s'en réjouir. Le nombre de contre, c'est 12 et le nombre de oui, c'est 5. Et le parti majoritaire a réuni 10 conseillers. Ça veut dire qu'en leur sein, ils ont la majorité absolue. Alors donc, le verre dans le fruit. Nous sommes en politique et je pense que dans les jours à venir, dans les heures à venir, on pourra trouver une formule. Ici, c'est Agmaïzou. Après cette suspension, les négociations vont se poursuivre pour que les lignes puissent bouger dans quelques jours. L'équipe qui va être installée est très attendue par les populations car appelée à impulser le véritable développement à la commune d'Agmaïzou. Toujours politique et décentralisation, on parle maintenant de cette sortie des conseillers UP, Union progressiste de la ville de Boïcon. Les nouveaux élus, à travers une déclaration, ont tenu à rassurer leurs militants de leur position concernant l'élection du nouveau maire de la ville. D'abord, ils ont dénoncé les manœuvres observées depuis le démarrage des cérémonies d'installation des conseils communaux. Le collectif des conseillers de l'Union progressiste se démarque de ces agissements visant à noyer, selon bien sûr le collectif, les efforts consentis par le chef de l'État pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. On va les écouter au micro de Imet Hélène Amos.
L'installation des nouveaux conseils communaux à la suite des élections du 17 mai dernier a démarré. Contrairement à la pratique antérieure, ce sont les partis politiques qui présentent les listes de candidatures aux différents postes à pourvoir, ce qui est une innovation importante. Nous, élus de l'Union progressiste UP de Boycon, notons de ce fait qu'avec la réforme du système partisan, il y a une avancée considérable dans les installations des conseils communaux et l'élection des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement. Toutefois, dans quelques communes, l'installation des nouveaux conseils communaux est mise à mal par des manœuvres tendant à faire échouer les listes de candidatures légalement présentées par les partis politiques, donnant un coup d'arrêt au processus. À Boycon, il y a déjà des prémices d'une telle situation, avec des contacts tous azimuts pris avec nos élus Union progressiste UP, par plusieurs conseillers du bloc républicain, pourtant majoritaires. Après une rencontre avec nos responsables locaux, notamment le maire Luc Setondi à Tropo et le député Mama Sani, et après consultation de diverses couches représentatives de la commune de Boycon, nous, conseillers Union progressiste UP de Boycon, dénonçons la mise à mal de la réforme du système partisan et refusons, ce faisant, d'être de mauvais perdants. Refusons de nous associer à toute manœuvre visant à pactiser avec des conseillers BR qui nous contactent à l'effet de les soutenir contre la liste de candidatures que présentera leur parti, dans le dessein de faire échec au processus d'installation du conseil communal. Prenons tous l'engagement, sans exception aucune et sans négociation politique, de voter tous à l'installation du conseil communal pour la liste des candidats que le bloc républicain présentera. Prenons l'engagement de délivrer, si nécessaire, nos 9 procurations pour faire foi de notre décision de voter pour la liste de candidature bloc républicain. L'Union progressiste est un parti structuré où les militants, surtout ceux de Boycon, sont des militants qui respectent quand même leur parti et les institutions de leur parti. Il ne sert à rien de dire qu'on soutient le chef de l'État, on soutient le chef de l'État au bout des lèvres. C'est ça que nous avons voulu démontrer pour dire que aujourd'hui, d'après les résultats provisoires proclamés, le BR est le parti majoritaire. Nous devons d'accompagner l'installation dans les meilleures conditions des élus BR à des niveaux prévus par les tests. Et c'est sur cet élément politique que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Et que je vous remercie d'avoir suivi la prochaine grande édition du journal télévisé sur Canal 3 Bénin. C'est à 19h30. Avant ce rendez-vous, vous pouvez revivre l'actualité via nos réseaux digitaux, principalement le www.canal3television.com. À demain 13h.